Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus toujours plus inédits à propos de l'argent, des partages personnels et également pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Comment organiser les finances au sein du couple ? Cette question en apparence anodine ne l'est pas tant que ça. Le sujet des finances personnelles dans le couple, je l'ai déjà abordé. D'abord dans l'épisode 16 avec Héloïse Boll, puis dans l'épisode 61 avec Lucille Quillet. Je ne peux que vous conseiller l'écoute ou la réécoute de ces épisodes si le sujet vous intéresse. Vous avez-vous déjà posé l'une ou l'autre de ces questions ? La répartition des finances devrait-elle se faire selon une égalité stricte ou selon les ressources de chacun ? Dans ce cas-là, quelles règles de proportion choisir et qui paye quoi ? Comment protéger au mieux les intérêts financiers de chacun ? Comment tenir compte du patrimoine de chacun ? Doit-on adapter la répartition selon que l'un ou l'autre des conjoints est plus dépensier que l'autre ? Comment protéger au mieux celui ou celle qui met sa carrière entre parenthèses pour les besoins de la famille ou qui fait le choix carrément de rester au foyer pour s'occuper des enfants ? Comment aborder une discussion d'argent au sein du couple et a fortiori quand ce n'est pas une habitude ? Si vous vous êtes déjà posé au moins une de ces questions, cet épisode est fait pour vous. Pour moi, il y a un grand principe qui devrait régir les finances du couple, c'est l'indépendance financière, c'est-à-dire la garantie que chacun des deux partenaires puisse être protégé financièrement en cas de séparation, de divorce ou de veuvage. Ne serait-ce que pour pouvoir se reloger, quitter l'autre, se séparer de l'autre, se reloger, assumer la garde des enfants, bénéficier des aides ou des minima sociaux et ou payer les frais d'avocat quand c'est nécessaire. C'est ça pour moi l'indépendance financière. Cela signifie que les deux partenaires doivent disposer de revenus si possible propres, mais au moins d'épargne et ou d'un patrimoine propre qui leur permettent justement cette indépendance. La protection financière des conjoints ne va pas s'organiser de la même façon en fonction de la situation du couple, de son régime matrimonial, des différences de ressources et du patrimoine propre des deux conjoints, du patrimoine commun et du patrimoine propre des deux conjoints. Commençons par une idée reçue selon laquelle l'indépendance financière serait une sorte de fierté de pouvoir contribuer à même proportion que son ou sa partenaire malgré de potentiels écarts de ressources. Eh bien ça, c'est faux quand vous tenez absolument à contribuer à 50-50 malgré des écarts de revenus dans le couple, même si ces écarts sont pas si importants que ça, sont relativement faibles. En réalité, vous ne gagnez pas en indépendance, vous perdez en liberté parce que vous vous appauvrissez. La stricte égalité de partage est valable dans certains cas, que je détaillerai un petit peu plus tard dans l'épisode, mais qui concernent finalement assez peu de couples. Et même quand vous prenez l'exemple d'un jeune couple d'actifs diplômés qui sont peut-être plus susceptibles d'avoir le même niveau de revenus, avec le temps, les écarts finissent par se creuser, notamment au moment de la mise en couple, de la mise en ménage et a fortiori de la maternité, ce qui va redéfinir les équilibres financiers au sein du couple. D'ailleurs, les écarts de revenus entre hommes et femmes sont bien plus grands chez les personnes en couple que chez les personnes célibataires, ce qui montre bien que le couple accroît les écarts de revenus entre hommes et femmes, notamment car la femme fait souvent le choix, plus ou moins choisi d'ailleurs, de limiter son évolution de carrière au profit de la famille. C'est elle qui part plus tôt le soir, c'est elle qui prend les congés maladie, c'est elle qui est sollicitée davantage par les crèches ou les écoles quand les enfants sont malades, c'est elle qui assume, c'est statistique, plus de responsabilités à la maison au quotidien.
Et donc, c'est souvent elle qui, effectivement, consacre le plus de temps à la famille. Et donc, qui dit plus de temps à la famille, dit moins de temps aussi au travail. C'est pour ça que j'aime bien partir du cas de figure qui concerne la grande majorité des personnes en couple, à savoir les couples qui ont des écarts de revenus. Petit point statistique, dans 75% des cas, donc 75% des couples, la femme gagne moins que l'homme. Et dans les 2/3 de ces cas, la femme contribue à moins de 40% des revenus du couple. Donc, pour répondre à cette grande question, comment répartir les dépenses dans un couple où les revenus sont déséquilibrés, où il y a des écarts de revenus ? La réponse qui vient de manière évidente, c'est de répartir à proportion des moyens, des ressources de chacun. C'est d'ailleurs ce que nous dit monsieur le maire, ou monsieur ou madame le maire, quand on passe par la case mariage, où on a tous, même si vous avez assisté à un mariage civil en France, vous avez tous entendu cette phrase, les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Et c'est d'ailleurs un principe qui est dans la loi pour les gens qui se marient, mais qu'on peut généraliser et dire que c'est un bon principe de base pour tous les couples qui vivent en ménage. Si l'un contribue donc pour 25% au revenu du foyer, alors cette même personne devrait logiquement contribuer à 25% aux dépenses du foyer. Cette logique, c'est un bon début de réflexion, mais parfois, cette façon de faire est loin de garantir l'indépendance de chacun. Je m'explique. Quand il y a des déséquilibres de revenus dans un couple, des écarts de revenus dans un couple, ce qui se passe, c'est que souvent le train de vie du couple, il est calqué sur un entre-deux. Le train de vie du couple, il est rarement calqué sur le revenu le plus faible. Et il est aussi rarement calqué sur le revenu le plus élevé, quoique. Il est plus souvent calqué sur le revenu le plus élevé que sur le revenu le plus faible. En réalité, il est souvent calqué sur un entre-deux. Donc si la personne avec les revenus les plus faibles vivait seule, en réalité, elle ne pourrait pas avoir ce train de vie, alors que la personne avec les revenus les plus élevés pourrait, elle, non seulement assumer ce train de vie, mais probablement même avoir un train de vie supérieur. Il en résulte quoi ? La personne avec les plus petits revenus va contribuer donc à 25%, mais avec ces 25%, il ne lui reste probablement aucune possibilité de mettre de l'argent de côté. Or, c'est la condition sine qua non à toute forme d'indépendance. A contrario, si cette personne vivait seule, n'était pas en couple, elle vivrait selon ses moyens. Elle serait obligée de vivre selon ses moyens. Donc, elle vivrait dans une zone peut-être moins chère, ou dans un logement plus petit, elle aurait des loisirs moins coûteux ou moins luxueux. Bref, son train de vie serait de fait obligatoirement calqué sur ses moyens. Dans ce cas-là, en fait, le couple, si vous suivez une répartition stricte, dans ce cas-là, le couple, en réalité, est susceptible d'appauvrir la personne qui gagne le moins. Oui, mais vous allez me dire, appauvrir, c'est vite dit, parce qu'en réalité, cette personne, eh bien, tant qu'elle est en couple avec une personne qui gagne plus qu'elle, elle va en réalité bénéficier d'un train de vie bien plus aisé grâce à son partenaire. Mais direz-vous, quelle aubaine! Heureusement que cette personne est là pour lui offrir un train de vie qu'elle n'aurait pas pu s'offrir seule. Alors, oui, ça fait un petit peu grand prince, grand seigneur, cette histoire, mais c'est souvent ce que les gens se disent. C'est-à-dire, ok, en fait, elle a de la chance, cette personne, parce qu'en réalité, elle ne pourrait pas avoir ce train de vie si elle n'était pas en couple avec cette personne. Donc, on peut voir les choses de plusieurs manières. Moi, j'avoue que sur le long terme, j'ai plutôt tendance à voir que c'est une personne qui ne met pas d'argent de côté, donc qui ne peut pas avoir d'épargne, qui ne pourrait pas quitter son partenaire, qui ne pourrait pas se reloger, et qui, in fine, de toute façon, gagnera toujours moins, aura une pension de retraite qui sera moindre, etc., etc. Donc, une aubaine, je ne sais pas. Encore une fois, moi, ma logique, c'est de dire, si on s'aime, on se protège. Y compris financièrement. Et la vraie protection, pour moi, ce n'est pas d'offrir un joli train de vie à son ou sa partenaire, mais de lui permettre d'être en sécurité financière
d'accéder à cette fameuse indépendance financière dont je parle au début de l'épisode, y compris si du coup il prend l'envie à l'autre de vouloir nous quitter. Parce qu'en réalité, c'est quand même pas très agréable pour la personne qui a les plus hauts revenus de se dire que l'autre reste parce qu'il n'a pas d'autre choix financièrement que de rester au sein du couple. Je pense que c'est une situation qui est agréable pour personne. Et donc, au final, tant qu'on s'aime, protégeons-nous les uns les autres financièrement. Dans ce cas, même si le plus petit salaire représente 25% des revenus, il faudra, ma préconisation en tout cas, c'est que sa contribution au ménage, donc aux dépenses, représente moins, soit ajustée à la baisse, et donc représente moins de 25%, peut-être 20%, peut-être même 15%, pour qu'il y ait possibilité de se constituer une épargne, voire même un patrimoine propre. La règle numéro 1, donc, pour moi dans les finances de couple, c'est de répartir les dépenses de façon plus accentuée que les revenus. Alors, j'ai pas trouvé la bonne formulation pour cette phrase, mais vous avez compris avec ce que j'ai dit. Si les revenus sont à 25-75, eh bien on va essayer d'accentuer cette tendance, peut-être au niveau des dépenses, pour que ce soit un 20-80 dans ce cas-là. Mais vous allez voir un petit peu plus tard dans l'épisode que il y a beaucoup de critères qui peuvent faire varier ce curseur, justement. Le principe de base, c'est qu'on part d'un 25-75, qui est la règle de proportion de ses revenus, qu'on va ajuster en fonction de la situation du couple. Et donc, ce que je viens de dire constitue un premier critère. Cette règle n'est valable, en théorie, que pour les couples qui sont non mariés, qui sont pacsés ou qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Pourquoi ? Parce que dans le régime de mariage classique, qui est le régime de la communauté réduite aux acquets, qui est, je le rappelle, le régime de mariage de droit commun, c'est-à-dire que pour toute personne qui ne fait pas de contrat de mariage, vous êtes marié sous ce régime qu'on appelle le régime légal, ou enfin, le régime de la communauté. Il a plein de petits noms, mais le mariage standard, dans le régime matrimonial standard, tous les revenus sont communs. Tous les revenus acquis pendant le mariage sont communs. Vos salaires sont communs. Vos revenus, je ne sais pas, vous vendez un meuble sur Le Bon Coin, ou vous vendez votre super guitare qui vaut super cher, et bien cet argent, il appartient à la communauté. Donc, peu importe sur quel compte d'ailleurs cet argent arrive, même si vous adoptez une gestion séparée de fait et que chacun a ses comptes, et que chacun a ses comptes courants ou ses comptes épargne, vous devez avoir conscience que dans le régime légal, vos revenus sont en réalité communs, tout comme votre épargne, à condition évidemment qu'ils aient été acquis pendant le mariage. Donc, sur cette base-là, dans la pratique, si vous êtes le plus bas revenu et que vous voulez quitter l'autre, vous avez le droit à la moitié des sommes de la communauté ou du patrimoine, mais en réalité, vous ne disposez que de l'argent auquel vous avez matériellement accès pour justement les questions de se reloger, se remeubler, payer un avocat, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faudra attendre la fin du jugement de divorce pour pouvoir récupérer la moitié de ces sommes dues, et notamment éventuellement s'il y a des biens en commun, la liquidation de ces biens en commun pour récolter les fruits de la vente. Donc même dans ce cas-là, mieux vaut avoir quelques réserves d'argent quand même sur un compte qui est à vous, ou auquel vous avez au moins accès, parce que même si vous avez droit à la moitié d'un patrimoine, eh bien, il va falloir attendre que les procédures aillent jusqu'au bout pour pouvoir en disposer. Et donc, si vous avez envie de partir avec votre valise, vos enfants ou pas d'ailleurs, ben, ce serait bien d'avoir un petit peu d'argent de côté quand même, parce que vous en aurez besoin le temps d'arriver au terme de cette procédure. Ce qui m'amène à la règle numéro 2, elle découle évidemment de ce que je viens de dire. Informez-vous sur vos droits et devoirs chez un notaire. Et même si vous n'avez pas de projet de mariage, ça concerne aussi bien les couples en union libre que les couples
pacsés ou qui souhaitent se paxer que les couples mariés ou qui souhaitent se marier. La plupart des notaires vous reçoivent gratuitement pour un conseil patrimonial qui vous permet de connaître vos droits, vos devoirs dans la situation de couple qui est la vôtre ou en fonction des évolutions que vous voulez apporter à votre situation. Quitte d'ailleurs à aller seul chez le notaire. Vous pouvez tout à fait, si par exemple vous êtes dans une phase de votre couple où vous vous posez des questions sur une potentielle séparation, ou alors que vous êtes trop tôt dans votre phase de couple et vous avez peur que dire à l'autre « viens on va chez le notaire » fasse peut-être un petit peu peur à l'autre, vous pouvez tout simplement y aller seul et prendre vos conseils seul, mais ne faites surtout pas l'autruche, vous devez savoir ce qui vous attend en cas de séparation, de décès, en fonction de votre statut matrimonial, y compris si vous êtes encore, évidemment, comme je disais, un jeune couple en union libre. La règle numéro 3, pour moi, c'est vie commune égale argent commun. Si vous vivez ensemble, vous avez des dépenses communes. Même si le lieu de vie appartient à l'un et pas à l'autre, vous avez forcément des dépenses communes. Donc vous devez mettre de l'argent en commun. La façon la plus simple de le faire, c'est d'avoir un compte commun, un compte joint, auquel évidemment les deux doivent avoir accès. Alors, vous y avez accès, ça ne veut pas dire que les deux ont un moyen de paiement, c'est mieux si les deux ont un moyen de paiement, mais au moins les deux ont un accès à ce compte. Chacun y met sa contribution financière en fonction des règles de répartition établies, et hop, ça simplifie la gestion. Pourquoi vous devez avoir un compte commun pour la gestion quotidienne? Parce que dans les faits, il y a souvent dans le couple l'un des deux qui est celui à qui incombe le plus les dépenses du couple. Parce que il ou elle fait plus souvent les courses, va plus souvent au supermarché, parce qu'il ou elle assure plus souvent les rendez-vous médicaux pour les enfants, parce qu'il ou elle s'occupe systématiquement de réserver les vacances, parce qu'il ou elle s'occupe de la voiture, du plein d'essence, des réparations, etc. Et donc, honnêtement, il n'y a rien de pire dans un couple que d'être dans la posture de celui qui réclame systématiquement de l'argent à l'autre pour se faire rembourser. Je parle de vécu. Je parle de vécu dans des temps et avec des conjoints. Voilà, c'était une autre vie pour moi, mais effectivement, à des moments de ma vie où il n'y avait pas, j'avais pas de conjoint, et moi j'ai toujours été celle dans le couple qui effectivement fait le plus de dépenses communes. Ça veut pas dire que je suis plus dépensière, c'est-à-dire que grosso modo ça veut dire que c'est moi qui fais les courses. Que grosso modo c'est moi qui assume le plus souvent les dépenses communes, c'est moi qui m'occupe d'ouvrir les contrats EDF, de les fermer, les contrats d'assurance, etc. etc. Donc voilà, c'est moi qui m'occupe de changer les RIB, et effectivement quand il n'y a pas de conjoint, et ben, si c'est moi qui m'occupe des contrats, je suis obligée de mettre mon RIB et donc de réclamer à l'autre systématiquement la moitié. Et donc il y a des couples qui règlent ça en se faisant des virements tous les mois. Bah tu vas me faire... Voilà, donc la moitié de l'électricité c'est tant, la moitié de ça c'est tant, la moitié de ça c'est tant. Ça marche un temps, et après ça a une limite. Et finalement, on finit toujours par être en position de réclamer de l'argent à l'autre, souvent. Et ça, c'est ultra pénible d'être dans cette situation. On n'a pas du tout envie, dans un couple, d'être celui qui régulièrement tu peux me faire un virement, tu peux me rembourser ci, tu peux me rembourser ça. Cette posture où on quémande, c'est extrêmement désagréable. Et donc pour moi, le conjoint, c'est aussi une solution à cette posture de fait où on évite à l'un ou à l'autre de se retrouver dans la position où il doit demander son dû à son partenaire. L'option qui consiste à dire « toi, tu payes ça, moi, je vais payer ça », n'est pas non plus une bonne option à mon sens, parce que ça alimente un sentiment de ne pas savoir si les sommes se compensent à peu près, si c'est juste ou non, notamment si vous n'êtes pas sur une répartition à 50-50, bah effectivement, alors ok, donc tu payes ça, ça fait à peu près 20%, mais on ne sait pas trop, et toi tu payes ça, ça fait à peu près 80%, mais on ne sait pas trop. Et donc ça peut alimenter des frustrations, des peurs, et aussi parce que aux yeux de la loi, toutes les dépenses n'ont pas la même valeur en cas de séparation. Par exemple, si vous avez payé pour les courses et que l'autre a payé l'intégralité de la rénovation de la maison, et l'un pourrait obtenir compensation en cas de séparation et pas l'autre.
Donc tous les types de dépenses ne se valent pas. Donc on évite de répartir les dépenses dans le couple en se disant toi tu vas payer pour ci et moi je vais payer pour ça. Toi tu vas payer pour les courses et moi je vais payer pour les vacances. Toi tu vas payer pour les vêtements des enfants et moi je vais payer pour les travaux de la maison ou les impôts. On évite ce genre de choses. Donc encore une fois, mon conseil, si vous vivez ensemble, vous avez un compte joint, point barre. Vous pouvez même avoir plusieurs comptes joints. Un sur lequel il y a les échéances de prêt et les prélèvements fixes et un sur lequel il y a le variable, enfin les dépenses courantes. D'autant qu'il existe des comptes joints qui sont gratuits maintenant dans des banques en ligne et donc honnêtement vous n'avez pas besoin de chercher loin pour en trouver, donc vous n'avez absolument aucune excuse pour ne pas ouvrir un compte joint. Et si la mise en commun de l'argent vous fait peur, parce que avoir un compte joint c'est mettre en commun une partie de votre argent, une partie seulement de votre argent. Donc si vous êtes dans la situation où cette mise en commun vous fait peur, eh bien, il est temps d'en parler. Vous pouvez en parler déjà avec vous-même, vous pouvez aller en parler à quelqu'un, une aide extérieure, un ami déjà, commencer, un thérapeute, et évidemment en parler au sein de votre couple. Souvent quand on a peur de mettre son argent en commun, c'est qu'on a peur de se faire avoir. Alors, encore une fois, quand je dis mettre son argent en commun, ça ne veut pas dire mettre tout son argent en commun. Mais déjà, mettre une partie de son argent en commun sur un compte joint, ça peut effrayer certaines personnes. Et pour moi, c'est symptomatique du fait qu'on a peur de se faire avoir, d'être lésé dans le fait que notre argent soit à disposition de l'utilisation d'une autre personne. Ça peut venir d'une mauvaise expérience du passé. Ça peut aussi venir d'une crainte plus ou moins fondée. Ça peut vraiment venir d'un épisode plus ou moins traumatisant. Alors, traumatisant avec un grand T ou traumatisant avec un petit T. Mais dans l'idée que effectivement vous avez pu être floué, arnaqué ou lésé par le passé, ou vous pouvez avoir la crainte d'eux, ou vous pouvez avoir connu quelqu'un dans votre entourage qui a connu ça. Peut-être que vous avez un partenaire qui est dépensier et ça vous fait particulièrement peur parce que vous ne l'êtes pas du tout, ou au contraire vous avez peur pour votre partenaire parce que vous-même vous êtes très dépensier. Peut-être que vous payez encore des dettes d'un ancien partenaire et que du coup la leçon que vous avez retenue c'est chacun ses finances et les moutons seront bien gardés. Peut-être que vous trouvez injuste de contribuer davantage financièrement au train de vie du ménage pour compenser des choix de vie qui sont ceux de votre partenaire. Par exemple, pourquoi est-ce que vous voudriez contribuer davantage aux frais du foyer? Parce que votre partenaire a décidé de réduire son temps de travail, de se laisser un peu vivre, de ne pas se précipiter pour retrouver un emploi, ou parce qu'il ou elle a choisi une voie professionnelle qui est peu rémunératrice ou qui ne veut pas quitter un employeur qui se moque ouvertement de sa situation financière, par exemple. Donc, mon but ici, c'est pas de juger l'état de vos peurs, de vos résistances, de vos croyances, c'est de vous aider à les mettre à jour pour vous permettre d'évaluer à quel point elles peuvent représenter une potentielle poudrière pour votre couple. Quand on est économe et que son partenaire est dépensier, c'est une situation potentiellement explosive pour le couple. Si vous avez toujours le sentiment de vous faire avoir financièrement, par votre partenaire ou par d'autres gens de manière générale, c'est une situation qui est potentiellement explosive. Si vous n'avez aucune envie de vous intéresser à l'argent du ménage, ça aussi c'est une situation potentiellement explosive. Si vous nourrissez un quelconque ressenti vis-à-vis de la gestion financière de votre partenaire, vous trouvez qu'il fait n'importe quoi avec son argent, vous avez peur qu'il fasse la même chose avec votre argent, c'est une situation explosive. Que vous ayez raison ou non, en tout cas, si c'est votre ressenti, c'est une situation potentiellement explosive. Mais si effectivement vous ne décidez pas d'amorcer le dialogue, vous allez droit dans le mur. Quand je dis amorcer le dialogue, peut-être que vous avez essayé, que vous avez l'impression de vous heurter à un mur, et peut-être que la solution, c'est que quelqu'un vous aide à avoir un dialogue plus apaisé, une personne extérieure
sur ces sujets-là, parce que ce sont des situations explosives, des poudrières. D'où ma règle numéro 4, parler d'argent, communiquer sur vos ressentis, exprimer vos émotions à propos de l'argent. Soit votre couple parvient à dialoguer, donc à avancer sur ce terrain-là vers un terrain d'entente. Tout simplement, on peut, quand on aborde une communication à propos de l'argent, c'est bien de mettre l'accent sur ses propres émotions et ses propres ressentis et expliquer à la personne, ben voilà, en fait, au lieu de lui dire t'es dépensier, t'es dépensière, j'en ai marre, c'est relou, regarde, à cause de toi, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on est encore dans le rouge, la banquière m'a encore appelé. Mais plutôt d'avoir une discussion aussi apaisée que possible et qui consiste à dire, ben en fait, je sais pas qu'est-ce qui génère ces pulsions chez toi, mais moi, en tout cas, ça génère beaucoup d'inquiétude chez moi, ça génère beaucoup d'angoisse chez moi. En fait, parlez de vous et exprimez vos ressentis sur qu'est-ce que ça vous fait de voir la personne avoir ce type de comportement, les craintes que ça fait ressurgir chez vous, etc. En général, je ne dis pas qu'en une conversation on va tout résoudre, mais c'est une bonne porte d'entrée d'un dialogue qui est de partir de son ressenti et de ses propres émotions, parce que ça va être plus difficile pour l'autre d'ignorer, de vous ignorer si vous lui parlez de vos peurs et de vos craintes. Donc, soit vous arrivez à dialoguer, soit la communication elle est bloquée. Dans ce cas, on est clairement dans un possible cas, à mon sens, d'incompatibilité financière, qui doit être un vrai signe d'alerte pour la santé du couple. Un couple qui ne parvient pas à s'accorder sur les questions d'argent, pour moi, il est au moins aussi en danger que s'il ne parvient pas à s'accorder sur les questions de sexualité, ou d'éducation des enfants, ou de vision de la vie. Et il peut être, je dis peut-être, temps de tirer les conclusions qui s'imposent sur l'avenir de votre couple avant qu'il ne soit trop tard. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'imaginer l'argent comme étant un point de compatibilité à vérifier pour que le couple fonctionne, mais ça l'est sincèrement, et je crois au même titre que la sexualité. Et à mon sens, un couple où on peut parler librement de tout, évidemment, y compris d'argent, c'est un couple qui a un fonctionnement sain. Je répète ce que je dis, un couple où on peut librement parler d'argent est un couple qui a un fonctionnement sain. Je ne dis pas que c'est un meilleur couple, je ne dis pas que tous les problèmes vont être résolus, mais je dis que pouvoir parler librement de tout, ça reste la base d'un fonctionnement sain de couple. Ça ne veut pas dire que vous allez rester ensemble, qu'il n'y aura pas de divorce ou de séparation, mais en tout cas, le fonctionnement du couple est sain. Ensuite, il y a d'autres critères qui rentrent en compte pour définir une juste répartition de la contribution de chacun au ménage. Je rappelle que dans cet épisode, on part du principe que chacun doit pouvoir jouir d'une certaine indépendance financière, à savoir donc la capacité de mettre de l'argent de côté pour faire face aux aléas de la vie, que d'ailleurs cette capacité soit exploitée ou non. Donc, passons en revue quelques autres critères qui peuvent faire varier votre répartition de la contribution au ménage dans votre couple. Le patrimoine. Les deux conjoints possèdent-ils du patrimoine propre ? Qu'il s'agisse de patrimoine que vous avez constitué, ou dont vous avez hérité, ou que vous avez peut-être reçu en donation. L'un des deux a-t-il plus de patrimoine que l'autre ? Celui ou celle qui possède davantage de patrimoine est-il aussi celui qui a les plus gros revenus ? Parce que c'est pas du tout évident. Donc, dans ma logique, celui ou celle qui possède davantage de patrimoine peut faire un effort de contribution supplémentaire au ménage. L'idée n'est pas de punir celui ou celle qui a plus de patrimoine propre, mais simplement de permettre à l'autre de se constituer aussi son patrimoine propre. Évidemment, si la personne qui a plus de patrimoine a zéro revenu, on s'adapte. La personne ne peut pas contribuer au quotidien beaucoup plus si elle a un patrimoine qui est illiquide et qui est constitué par exemple de biens immobiliers, donc, et qui de fait ne sera pas plus à même de contribuer au quotidien aux dépenses du ménage malgré ce patrimoine.
La limite de cette logique, c'est qu'évidemment, il faut que la personne à qui on permet de se constituer aussi un patrimoine, donc, utilise cette opportunité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons, monsieur gagne 3 000 € par mois, madame 1 000 € par mois. Madame contribue donc pour 25% au revenu du foyer. Le couple a donc décidé que madame contribuerait non pas à 25 comme on l'a vu, mais à 20% pour lui permettre de pouvoir dégager une petite épargne. Sauf que monsieur, il a déjà un patrimoine, lui, personnel, qui est relativement conséquent. Donc là, on est dans le cas de figure où monsieur, non seulement a les revenus les plus hauts du couple, mais aussi a déjà un patrimoine personnel. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans mon exemple? Ils ont décidé d'un commun accord que madame ne contribuerait pas à 25 ni à 20, mais à 12% aux dépenses du couple. Évidemment, c'est un exemple arbitraire, mais vous comprenez la logique. En revanche, si madame ne profite pas de ce levier qui lui est permis pour mettre de l'argent de côté et se constituer son propre patrimoine, l'effort supplémentaire consenti par le conjoint, dans ce cas-là par monsieur, il est un peu... c'est un coup d'épée dans l'eau, il est un peu inutile. On choisit une répartition qui a pour but de permettre à madame de se constituer un patrimoine, et en réalité, madame ne l'utilise pas comme tel. Donc ça peut, là aussi, nourrir des frustrations. Donc c'est intéressant de poser les bases, encore une fois, d'un dialogue. Il faut pouvoir discuter pour que monsieur ne nourrisse pas une frustration et que madame n'utilise pas l'argent de sa soi-disant indépendance pour en réalité creuser un peu plus sa dépendance vis-à-vis de monsieur. En gros, il faudrait que cet argent soit épargné plutôt que dépensé. S'il est dépensé, madame augmente sa dépendance au lieu d'augmenter son indépendance. Autre critère d'ajustement de cette répartition des dépenses, le travail gratuit et notamment le travail domestique. Je parle là de tout ce que chacun fait gracieusement pour la vie du couple, les tâches domestiques, s'occuper des enfants, la gestion du budget, le bricolage, le jardinage, etc., etc. Le sujet est assez délicat. D'abord, dans la grande majorité des cas, c'est celui avec les plus faibles revenus qui va produire le plus de travail gratuit au sein du foyer, et donc notamment les femmes. Ce n'est pas sexiste ce que je dis, c'est statistique, et comme tout ce qui est statistique, ça ne reflète peut-être pas votre situation à vous, mais c'est le cas pour 75% des couples. Ce qui se passe, c'est que souvent, le travail gratuit est vécu comme un dû, une sorte de compensation qu'on doit à l'autre pour le fait, pour compenser la non-contribution ou la moindre contribution aux finances du foyer. Donc comme je rapporte moins d'argent, je vais faire plus de travail gratuit. Sauf que par définition, le travail gratuit, c'est du travail gratuit, donc il ne donne lieu à aucune rémunération, et surtout, il n'ouvre aucun droit à la retraite ou même à d'autres formes d'allocation ou d'aide de l'État. Donc le travail gratuit n'est pas du tout en réalité une juste compensation au fait de ramener moins d'argent au sein du foyer. Parce que du coup, on fait un surcroît de travail non rémunéré qui donne lieu à peu ou pas d'avantages sur le long terme. C'est d'ailleurs ce qui est problématique pour les femmes et les hommes qui choisissent notamment de rester au foyer pour s'occuper des enfants. Ce qui est problématique, c'est que par manque d'éducation sur le sujet des finances, les finances personnelles, le couple ne fait pas toujours ce qu'il faut pour protéger la personne qui ne travaille pas et qui est donc en situation d'extrême dépendance. Déjà, la personne qui ne travaille pas n'a pas de revenus propres, mais elle n'a pas forcément non plus de patrimoine ni commun ni propre. Dans les foyers les plus modestes, par exemple, s'il n'y a ni épargne ni patrimoine, en fait, la femme au foyer, elle a le droit à la moitié de pas grand-chose. Alors, la femme au foyer mariée sous le régime de la communauté, qui a en théorie droit à la moitié du patrimoine, en réalité, elle a le droit à la moitié de pas grand-chose. Donc, même dans ce cas-là, le mariage n'est pas nécessairement une bonne protection, parce que s'il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de patrimoine, il n'y a pas d'argent, en réalité,
on est dans un appauvrissement total et donc une dépendance totale de celui qui ne travaille pas vis-à-vis de celui qui travaille. Alors la femme éventuellement touchera une pension de réversion en cas de veuvage et une modeste soulte en cas de divorce. Alors la soulte, c'est la compensation financière qu'éventuellement le conjoint, enfin celui qui gagne le plus reverse à l'autre. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les caisses du foyer, il n'y aura pas grand-chose à reverser, donc ce qui, encore une fois, plonge les femmes dans une dépendance à l'extrême. La femme a quasiment aucune ressource si elle veut se séparer de son ou sa partenaire, pas de revenus, peu ou pas de possibilité de se reloger, des difficultés à retrouver un emploi si elle en a été éloignée depuis longtemps, des difficultés pour obtenir la garde, du coup, pleine ou partagée parce qu'il n'y a pas de stabilité sur les revenus, et le manque à gagner énorme pour la retraite, du fait de ne pas avoir cotisé, qui sont autant de handicaps, évidemment, pour les femmes dans ce genre de situations qui sont malheureusement mal pris en compte pour les couples et les familles qui font le choix que l'un ou l'autre reste au foyer. Donc pour les personnes qui contribuent très peu aux revenus d'un foyer, pour une raison ou pour une autre, il faudra, à mon sens, non seulement opter pour le statut matrimonial le plus protecteur, mais, parce qu'on a vu que ça ne suffisait pas, mais aussi être très prévoyant financièrement pour qu'il y ait une épargne et un patrimoine qui va se constituer et qui protégera du coup l'autre personne en cas de décès ou en cas de séparation, parce que ça ne sert à rien de se protéger avec un bon statut de mariage s'il n'y a aucun argent à se répartir ou aucun patrimoine à se partager une fois au cours d'un décès, d'une séparation, etc. Encore une fois. Le cas est un petit peu différent pour les hommes qui ont offert gratuitement leur force de travail, par exemple pour effectuer des travaux. Par exemple, dans la résidence principale ou dans d'autres biens immobiliers, type investissement locatif, etc. C'est un peu différent parce que ce type de travail, comme je le disais tout à l'heure, peut être valorisé aux yeux de la loi en cas de séparation et donner lieu à une forme de compensation dans le partage au moment d'une séparation. Si vous avez acheté une ruine à deux, mais que monsieur a fait tous les travaux de rénovation pendant X années, tout seul, tous les week-ends, il se peut que lors d'un jugement de divorce, effectivement, le partage, il se peut, que même sous le régime légal, l'homme récupère davantage de ce partage au titre de ce qu'il a injecté comme force de travail dans l'ouvrage immobilier. Donc c'est un petit peu différent, même si c'est pas systématique et que on pourrait très bien aussi là considérer que l'un a travaillé gracieusement pour le ménage. Enfin, je ne saurais que trop conseiller le dialogue et le bon sens dans la répartition des finances, évidemment en fonction de votre situation particulière. Je vais vous parler de mon cas personnel puisque je trouve que il illustre assez bien quelques particularités finalement que rencontrent beaucoup de couples et qui vont vous aider aussi à trouver votre propre répartition de vos finances. Il y a des grandes règles et puis après il y a des grands principes et puis après il y a aussi la vie, la réalité. J'ai toujours eu une rémunération un peu inférieure à celle de monsieur. Et lui avait déjà un patrimoine avant notre rencontre, puisqu'il était déjà propriétaire de 3 appartements, alors que moi je n'avais aucun patrimoine. Donc si j'appliquais tous les principes que je viens d'énoncer, en réalité j'aurais dû probablement contribuer moins, voire même sensiblement moins que lui aux dépenses du ménage. D'autant qu'on est en union libre, donc je ne suis pas concernée par le fait d'avoir droit à la moitié de ses revenus du fait d'un quelconque mariage. Pour autant, on a opté pour une répartition à 50-50. Alors au début parce que notre différence de revenus était pas très importante, et puis on était un jeune couple, et puis après pour d'autres raisons. Alors pourquoi ? Parce qu'il se trouve que monsieur a immobilisé énormément plus de liquidités que moi dans nos projets immobiliers, notamment pour financer les dépassements de travaux qu'on a eus et d'ailleurs aussi les dépassements de travaux qu'on va avoir en 2023.
Donc sa contribution financière, elle est 4 à 5 fois supérieure à la mienne dans ses projets. C'est-à-dire que quand il a fallu rallonger la sauce, comme on dit, parce que nos enveloppes de travaux au niveau des banques n'étaient pas suffisantes, etc., notamment, ou qu'on a fait face à des imprévus, eh bien, c'est lui qui a principalement contribué, en tout cas dans des proportions 4 à 5 fois plus importantes que moi. Donc, il immobilise ses liquidités, son cash, et il prend aussi le risque de ne jamais revoir cet argent si on avait un problème, qu'on devait revendre les immeubles et qu'on faisait une moins-value, etc. Alors même qu'on est propriétaire à 50-50 de tout notre parc immobilier. Donc pour cette raison, on a effectivement opté pour une répartition, on va dire, au quotidien de nos dépenses à 50-50, comme une juste compensation de l'immobilisation de son épargne, de son cash et le risque pris sur les projets immobiliers. Voilà comment on peut adapter le principe à sa situation personnelle. C'est là où je dis il y a des règles, il y a les principes et il y a aussi la réalité entre les deux. Et entre les deux, surtout, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le dialogue, parce qu'il n'y a que le dialogue qui puisse nous faire aboutir à des montages financiers qui conviennent aux deux partenaires. Et je terminerai en évoquant la situation des couples qui ont des revenus équivalents, parce que j'avais dit en début d'épisode que j'en parlerai. Comme je le disais en introduction, cette situation pour moi, elle est elle est en réalité ultra minoritaire et souvent temporaire. En fait, il est rare que les couples qui durent dans la durée aient des revenus qui restent équivalents, qui restent les mêmes, si tant est effectivement que le couple ne se sépare pas au bout d'un an. Si vous optez au démarrage pour une répartition à 50-50 parce que ça correspond à votre situation, vous ne pouvez pas pour autant faire l'économie d'un dialogue ouvert et sain sur le sujet. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'au début les choses paraissent évidentes que vous pouvez vous passer de discuter de certains sujets. Et le risque dans cette situation, c'est de figer le 50-50 dans le temps, malgré des évolutions de situation. Et si vous n'avez pas pris à 50-50 l'habitude de discuter d'argent, ben vous aurez aussi un petit peu du mal à remettre le sujet de l'argent sur la table quand vos situations personnelles vont évoluer, parce que la situation la plus courante, c'est que tout d'un coup, monsieur se met à gagner plus, voire substantiellement plus que madame. Et madame, si elle se sent un petit peu lésée et qu'elle a envie de remettre les choses sur la table, eh bien, se met dans la position de celle qui quémande, qui peut être un petit peu perçue comme mesquine, parce qu'elle demande à ce qu'on rééquilibre les comptes. Donc, on parle d'argent, on parle de ses sentiments, on parle de ses frustrations et on essaye de faire évoluer toujours les situations au gré des changements de vie. Enfin, je me demande souvent si l'option du tout commun ne serait finalement pas la meilleure des options pour la gestion de l'argent dans le couple. Donc j'entends par le tout commun la mise en commun totale des revenus, de l'épargne, voire même du patrimoine, y compris le patrimoine acquis avant le couple. Je me pose la question, en tout cas à mes yeux, c'est une option qui est à la fois tout à fait valable pour les couples qui partent sur un pied d'égalité au départ, et aussi pour les couples qui, au contraire, ont de forts écarts de revenus. Parce que quand vous partez sur un pied d'égalité au départ, c'est intéressant de pouvoir se dire ok, on met tout en commun. Et puis quand vous avez des forts écarts de revenus, là c'est le symbole de l'ultra-solidarité au sein du couple que de mettre tout en commun. Parce qu'à un moment donné, ça devient ridicule de faire une séparation à 90-10 ou à 95-5. Autant mettre aussi tout en commun. Donc c'est juste, en revanche, une situation que je déconseillerais pour ceux qui ont des sociétés personnelles. Alors vous pouvez très bien mettre en commun vos finances du quotidien et votre épargne et exclure, et là il faudra passer chez le notaire pour faire un contrat de mariage, et exclure les sociétés parce que quand on a des sociétés personnelles, enfin qu'on ne partage pas, moi j'ai une société propre, on a des sociétés en commun avec mon compagnon, mais j'ai une société toute seule, parce qu'en cas de séparation ou
de divorce ou de décès aussi, hein, c'est pas très agréable de devoir partager la moitié de la société qu'on a créée. Et donc l'idée, c'est de protéger aussi son actif de travail, son outil de travail, lors d'une potentielle séparation. Voilà pour aujourd'hui. Je me doutais bien que avec tout ce que j'avais à vous dire, ça allait être un épisode un petit peu plus long que d'habitude. J'espère vous avoir apporté un maximum de clarté sur l'argent dans le couple, et je n'insisterai jamais assez sur l'importance de la communication à propos de l'argent dans le couple. Sur ce, prenez quelques minutes pour noter ce que vous avez envie de retenir de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là aussi, je suis sûre que vous avez 30 secondes de plus à prendre pour pouvoir noter cet épisode sur Spotify ou sur Apple Podcast avec 5 étoiles et un super commentaire. Et sinon, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!